Le chemin de la citadelle. L'alchimie est un art décevant. Tel est précisément son objet. Décevoir les ambitions désordonnées, les imaginations confuses et les intentions bifides. Les déçus, comme il est d'usage, se revancheront par la calomnie, laquelle est un rempart supplémentaire pour décourager les indiscrets. La discrétion est en effet la faculté alchimique par excellence. Elle procède, comme le veut son étymologie, de la faculté de discernement ou pouvoir de séparation. La science d'Hermès a été représentée comme une citadelle à laquelle conduisent 21 voies d'accès. 20 n'ont pas d'issue, mais communiquent entre elles, ce qui permet d'errer indéfiniment. Quant à la 21e, l'unique, elle est gardée de telle sorte que celui qui l'emprunte n'est qu'au commencement de ses peines, comme des joies surabondantes dont elles sont le préalable. L'alchimie est la préparation à la vraie chimie. Cette ânerie magistrale, qui pourrait être inscrite sur l'une des 20 fausses portes, est hélas de Littré, notaire très exact de l'esprit de son temps. Il suffit de renverser la proposition pour la rétablir. Ce qu'il appelle la vraie chimie, la chimie industrielle des poudres à laver et des gaz asphyxiants, n'est rien autre chose que le résidu de l'alchimie, et nombre de ses pionniers étaient des souffleurs, sobriquets des prétendus alchimistes sans qualification, lesquels, tandis qu'ils erraient entre les 20 portes de la citadelle, ont découvert les rudiments de la science moderne. Loin de postuler, comme s'en fait gloire notre objectivité scientifique, que ceux qui la pratiquent sont interchangeables, l'alchimie ne distingue pas essentiellement l'œuvre de l'ouvrier. Elle est achevée, sans progrès possible, la perfection qu'elle vise sous le nom de pierre philosophale préexistant à toutes ses opérations. Elle s'est donnée comme l'imitation de la nature, laquelle est la forme visible de la sagesse divine. C'est pourquoi les alchimistes se disaient encore amants de la sagesse ou philosophes. La science moderne a engendré le mythe du savant fou, au lieu qu'un alchimiste fou est une contradiction dans les termes. Un philosophe du XVe siècle, Nicolas Valois, rappelle qu'on perd la science en perdant la pureté du cœur. La science moderne, au contraire, commence à tout gagner à partir de là. Lélia, Crispy, c'est son nom. Ni homme, ni femme, ni androgyne. Ni vierge, ni adolescente, ni vieille, ni chaste, ni prostituée, ni vertueuse. Mais tout cela ensemble. Ni la faim, ni le fer, ni le poison. Ne l'ont supprimé, mais tous trois réunis. Ni au ciel, ni dans les eaux, ni sur les terres. Mais en tout lieu, elle gît et sommeille. Lucius, Agatho, Psicius. Ni mari, ni amant, ni parent. Sans affliction, sans joie, sans pleurs, sait et ne sait pas pour qui il édifia ceci. Ni tertre, ni pyramide, ni tombeau, mais toutes ces choses à la fois. Ceci est un sépulcre qui ne renferme aucun cadavre. Ceci est un cadavre que n'enferme aucun tombeau. Ne font pourtant qu'un, le cadavre et le tombeau. Le langage alchimique, tel qu'on vient de l'entendre de la bouche de Catherine Laborde et Marc-Henri Boisse, est profondément poétique. Ce n'est pas un hasard si Jean Biès, dans son ouvrage Les alchimistes, récemment édité chez Quiron, rappelle que la fabrication de l'or, de la sème, de la pourpre, de l'argent, de l'émeraude, de la chrysolite, de la chrysoprase, se nomme dans les papyrus gréco-égyptiens poiesis, poésie. Et c'est dans cet esprit que j'ai demandé à deux poètes, Robert Marteau et Jean-François Rollin, de nous faire plonger pour Tire ta langue dans l'architecture occulte de la langue alchimique telle qu'elle irrigue la littérature occidentale, à sa manière hermétique. L'Iliade et l'Odyssée sont des scénarios alchimiques, comme le Pantagruel ou bien les ouvrages de Rabelais. Ce sont des ouvrages alchimiques, c'est-à-dire qu'ils transmettent sous le voile l'écriture, la tradition, c'est-à-dire la mémoire originelle, si on veut. Donc on peut aussi dire que l'alchimie
est universel. C'était, disons, universel. Je veux dire qu'aucun peuple n'a été en dehors de la révélation. Donc, il y a toujours des traces chez tous les peuples de la langue sacrée. Les grandes religions transportent une partie, une étincelle de cette révélation primitive. La définition de l'alchimie, c'est d'abord son étymologie, alchémie, c'est-à-dire la terre noire. Donc, si vous voulez, la première définition pour moi, c'est l'Égypte. La deuxième définition, c'est à partir donc de cette terre noire, c'est la naissance, à partir dans les ténèbres de la lumière, par un certain nombre d'opérations transmutatoires. Et il y a cette belle histoire qui dit tout et que peut inscrire absolument dans les grands textes alchimiques, c'est celle de Tirésias, qui est l'enfant d'une nymphe, et cette nymphe, elle est une amie de la divinité, c'est-à-dire de Pallas Athéna, qui vient la voir et qui se dénude, et elles se baignent toutes les deux. Elles se baignent dans la rivière de côté, et l'enfant arrive pendant que sa mère et la Pallas se baignent nues toutes les deux, et il voit la déesse, et il devient immédiatement aveugle. Sa mère dit à la déesse, tu ne peux pas laisser mon enfant aveugle. Mais elle dit, je ne peux rien contre ça. Les humains ne peuvent pas regarder le corps divin. Elle dit, ce que je peux faire pour lui, c'est que je lui donne une canne. Alors le mot grec, cornouiller, encornouiller ou bleu, ou violette, c'est-à-dire ultraviolette en fait, et il pourra marcher dans la nuit où les hommes ne peuvent pas marcher, c'est-à-dire dans la nuit, parmi les étoiles. Elle dit, il comprendra la langue des oiseaux, c'est-à-dire les oiseaux sont des intermédiaires entre le ciel et la terre, donc il comprendra quand même ce que les hommes ne comprennent pas, c'est-à-dire le langage des dieux. Il y a dans notre mer un petit poisson rond, dépourvu d'arêtes et d'écailles, mais contenant une graisse d'admirable vertu. Aussi, le doit-on cuire à feu doux, jusqu'à ce que son humeur et sa graisse soient intégralement rongées et détruites. Après quoi, il faut l'imbiber d'eau de mer et le triturer si énergiquement qu'il devienne mou et visqueux. L'ensevelir ensuite durant 1 semaine, puis le retire jusqu'à ce qu'il reluise de blancheur. Lorsqu'il est brillant et suffisamment blanchi, que son eau lui a été rendue et qu'il a été imbibé de sa propre humeur, alors seulement, après que cette imbibation l'a fait paraître de couleur jaune, le collyre des philosophes peut en être préparé, et les yeux enduits de cette liqueur peuvent facilement voir et comprendre les arcanes philosophiques. Les alchimistes, enfin, en général, sont toujours des gens qui font attention au langage, ils sont attentifs aux mots, donc à l'origine des mots, à leur sens, à leur transformation, et ils sont toujours à l'écoute du langage, c'est certain. Mais c'est sûr que la cabale linguistique, disons, pour retrouver... Oui, parce qu'on dit la langue des oiseaux, mais il y a aussi la langue des chevaux. La langue des chevaux. La langue cabbaline. Oui, il y a la langue, parce qu'il y a la cabale hébraïque, d'une part,
et d'autre part qui veut dire Kabbale, la tradition, donc il veut dire exactement la même chose. Et la Kabbale occidentale, disons, par rapport à la Kabbale hébraïque, qui se confond avec la langue des chevaux qu'a utilisé Swift, d'ailleurs, dont Consolier a traité. Il considérait Swift comme sinon un adepte, c'est-à-dire quelqu'un qui adepte, en fait, ça veut dire quelqu'un qui a trouvé la pierre philosophale. Donc, on ne peut pas dire qu'il était un adepte, mais qu'il était un initié, si on veut. Qu'est-ce que c'est décrypter un texte alchimiquement? Depuis plusieurs années, Jean-François Rollin s'est attaché aux deux Jean de La Fontaine, celui que nous connaissons et l'autre, plus ancien, qui, tel une abeille de l'invisible, s'infiltrant en lui à la faveur d'une fantaisie de l'histoire. Jean de La Fontaine a été donc découvert, pour ainsi dire, et encouragé dans la poésie et la fable par Fouquet, le surintendant des finances, et très mystérieusement, il a découvert en lisant dans la bibliothèque de Fouquet, en découvrant une édition du roman de la Rose, il a découvert que c'était suivi par un poème qui s'appelait La Fontaine des amoureux de science, d'un certain Jean de La Fontaine. Ce fut au temps du mois de mai qu'on doit fuir deuil et émet, que j'entrai dedans un verger dont Séphirus fut jardinier. Alors, je me suis livré à un commentaire, comme ça qui donne un peu sur justement ce qu'on appelle aussi la langue des oiseaux. Qu'est-ce que vous entendez, vous, par la langue des oiseaux? Ben, c'est une langue extrêmement volatile. C'est-à-dire que c'est tout un enchaînement de mots qui jouent sur leur sens premier, et sur leur étymologie et sur aussi l'euphonie, etc. Oui. Ben, je vais vous donner l'exemple. Voilà. Chante le martinet que l'octave contient toute notre musique. L'octogone consomme l'union du ciel et de la terre. Par l'escarboucle à 8 raies furent les rois mages conduits jusqu'à Bethléem. L'octosyllabe reproduit les 8 pas qu'effectue la muse, réglant sa cadence au bruissement de l'onde vive. C, en lettrine, image le croissant de lune. Sous son invocation se place l'illuminateur, Farid Udiatar, ami de la poésie et des parfums. En son ouvrage « La langue des oiseaux », dit que Jonas, égaré de sa route, alla de Ma, la lune, où les vagues l'avaient porté, dans le ventre de Mahi, le poisson. Une seule voyelle, l'infime de la voix, sépare des abîmes les hauteurs célestes, décrit l'intervalle où nous vivons, espace sublunaire soumis au changement. Communément, l'iota signifie la moindre des choses. Issu de l'hébreu yod, ou germe d'immortalité, ce presque rien a pour valeur numérique 10, soit le X, symbole de la lumière se matérialisant. Ce quasi-invisible, c'est à peine discernable, s'accroît et prolifère quand le souffle variant d'intensité l'attise, telle la braise qui rougeoie et lance 1000 scintilles. Au cœur d'Aya, il rayonne comme il donne son impulsion à la chanson de toile ou d'étoile, qu'entonnent les amants d'Adam le bossu pendant le jeu de la feuillée. Or, Aya, par prosthèse, du M devient Maya, laquelle dénomination est la crase de Mater Aya ou Mater Ya. De Maya, la mère de Mercure et la fille d'Atlas, provient Mai. En mai, lunaison de Maya, le soleil plein d'une ardeur renouvelée passe de Taurus aux Gémeaux. En mai, chevaliers montrent qu'ils ont reçu du ciel amour, force et courtoisie. Mains nobles cavaliers accompagnés chacun de leurs dames, ils chevauchent avec un épervier posé sur leurs poings gantés, qui maîtriserait mieux cheval et volatile. Du col tranché de la Gorgone naquit Pégase, les talons ailés. Cabale qui double cavale calque le grec cabalès, laquelle signale non point la monture caparaçonnée, mais la bête de somme. Lui pèse en vérité sa charge, elle supporte sur son dos toute la mémoire du monde.
Ce qu'on vient d'entendre là est extrêmement pointu. Oui. Si on voulait commenter à nouveau cette page, on aurait besoin d'heures et d'heures. C'est exactement ce à quoi se livrent les écrits alchimiques. Que vous preniez à partir de Nicolas Flamel jusqu'au dernier, jusqu'à Cancelier, par exemple, vous voyez que, indépendamment de l'œuvre elle-même qui est faite en laboratoire, du point de vue des écrits, tous, si vous voulez, pratiquent l'exégèse des uns et des autres selon la langue des oiseaux. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est une espèce de commentaire infini sur l'infini du monde. Voilà. Donc c'est à la fois une langue qui déjà se métamorphose en permanence, travaille effectivement sur l'assonance, travaille sur les propres, les phonèmes de chaque langue, voilà, se modifie. Voilà, très bien. Mais par exemple, vous avez dans Rabelais des exemples permanents de ceci, où lui qui se sert à la fois du grec, du gaulois, ou j'allais dire du vieux français, et puis de patois et d'hébreu. Et il mélange ainsi, et selon la vitesse à laquelle on le lit, on découvre parfois une autre langue, parce que l'alchimie elle-même est aussi une question d'oreille, étant donné qu'on a affaire, dans le mode opératif, à des vibrations de la matière, qui ont leur propre fréquence. Dans la bibliothèque de Robert Marteau, un vieux gaffio, presque aussi usé qu'un Ovide à couverture fine. Plus loin, un tableau au jaune éclatant contraste avec le noir du Mutus Liber. Là, enfin, le texte de l'adepte du gai savoir. Là, il s'agit de Panurge. Comment Buck accoutera Panurge pour avoir le mot de la bouteille. Ainsi accoutré, le sépara de notre compagnie et le mena à main dextre par une porte d'or, hors le temple, en une chapelle ronde, faite de pierres fangites et spéculaires, par la solide corpulence desquelles, sans fenêtre ni autre ouverture, était reçue lumière du soleil, là luisant par le précipice de la roche couvrante, le temple major tant facilement et en telle abondance que la lumière semblait dedans naître, non dehors venir. L'ouvrage n'était moins admirable que fut jadis le sacré temple de Ravenne, ou en Égypte celui de l'île Chemnis. Donc c'est l'alchimie, c'est le temple de l'alchimie Chemmis, et n'est à passer en silence que l'ouvrage d'Isselle chapelle ronde était en telle symétrie compassée que le diamètre du projet était la hauteur de la voûte. Au milieu, d'Isselle était une fontaine de fine albâtre en figure heptagone à ouvrage et infoliature singulière, pleine d'eau tant claire que pouvait être un élément en sa simplicité, dedans laquelle était à demi posée la sacrée bouteille, toute revêtue de pur et beau cristallin, en forme ovale, excepté que le limbe était quelque peu patent, plus qu'Isselle forme ne porterait. La bouteille, c'est le temple de la dive bouteille, qui est le contraire de la vide bouteille. D'où pourquoi tous les personnages de Rabelais doivent boire abondamment et s'enivrer constamment, parce qu'ils boivent le vin divin.
et qu'ils viennent ainsi des devins. Il raconte, c'est tous des jeux kabbalistiques comme ça. Un homme est là, transparent dans le calme de la nuit. Son corps est vêtu de vert. Ses parties les plus cachées apparaissent à mes yeux. Sa tête altière est coiffée d'une précieuse couronne. Une étoile la surmonte. Elle luit dans les ténèbres. Tandis que je l'interroge, il m'ordonne de le suivre. Alors, qu'est-ce qui vous a amené dans ce travail proprement dit, Jean-François Rollin? D'abord, je veux dire tout simplement, ayant fait la connaissance de Robert Marteau, c'est lui qui m'a fait découvrir l'alchimie, disons. Et ça, au début, ça n'a pas été si simple que ça, parce qu'il m'avait indiqué des livres à lire, et c'est des livres où, au tout début, me paraissaient très rebutants. Mais c'est aussi le propos de l'écrivain alchimique, c'est de rebuter au départ. Et puis après, si on rentre un peu dedans, si on se donne la peine d'essayer de comprendre ce que cachent certains vocables assez obscurs, on rentre dans une espèce de réalité poétique tout à fait extraordinaire. Parce qu'au fond, qu'est-ce que veut l'alchimiste? L'alchimiste veut percer le secret de la nature. Je crois même que c'est Dom Pernetti qui dit percer le secret de la nature pour mieux aimer Dieu. Ce qui est pas mal quand même. Et curieusement, c'est le langage qui est utilisé pour rebuter. On fait des astuces de langage, on met des mots inutiles, on met des faux sens, des contresens. Si vous voulez, ça, oui, parce que le jeu consiste à aussi, dans la manière d'écrire, de mimer ce qui se passe dans la réalité, je veux dire, de l'opération. Bon, dans l'opération, il y a 3 éléments, il y a mercure, sel et soufre, ça c'est classique, mais personne ne sait, personne ne dit ce que c'est en réalité. Bon. Et il y a beaucoup, parmi même les termes qu'on emploie, et qu'emploient les adeptes, il y a beaucoup de mots inutiles ou de fausses pistes. C'est un labyrinthe, l'art du labyrinthe. Voilà. J'étais beaucoup plus sensible, disons, à la symbolique qu'aux formules chimiques qui étaient employées, qui sont souvent des trompe-l'œil aussi. Mais il y a des choses qui sont assez saisissantes après. Il y a des liens qui existent, par exemple. Et le langage de l'alchimie ne se transmet pas seulement à travers des écrits, mais aussi à travers des images. Indépendamment de livres comme le Mutus Liber ou d'autres illustrations que l'on connaît, il y a aussi les toiles très saisissantes de Paolo Uccello, qui est le Saint-Georges et le Dragon. Et si on regarde bien ce tableau, on s'aperçoit que ça définit une matière qui est nécessaire à l'œuvre, dans la composition même, sachant que Saint-Georges c'est un chevalier, donc il est vêtu de fer. Et quant au dragon, voilà, c'est aussi un être igné, donc qui a trait avec le soufre. Ils disent qu'il faut sceller le vaisseau hermétiquement. Or, le sceau d'Hermès a un double sens. Le sens littéral est de sceller le vaisseau de verre, de manière que rien de ce qui est dedans ne puisse s'évaporer. Mais le sens philosophique du sel d'Hermès est de faire en sorte que les 2 mercures se joignent de telle manière qu'ils deviennent un seul être et une seule pierre. Et c'est aussi ce qu'on appelle sceller l'enfant dans le ventre de sa mère, c'est-à-dire résoudre et enfermer l'or dans le plus profond des entrailles du mercure qui l'a produit.
Il faut entrer dans le mode de temps et de durée des auteurs que l'on lit. Et on ne peut pas, à mon avis, entrer pleinement dans un auteur ancien sans connaître la manière dont lui-même vivait le temps. J'allais dire appréhender le temps, j'aime pas ça, mais vivait le temps. Parce que, par exemple, il y a cette chose qu'on oublie, c'est que du temps d'Homère, le temps était représenté ainsi. C'était un fleuve. Bon, on était assis sur une île au milieu du fleuve et on regardait vers l'embouchure. Et l'embouchure, c'est naturellement le passé. Et le futur était toujours situé derrière soi. Voilà. Alors que nous, quand on parle de la vie devant soi, c'est le futur. Donc, et en hébreu, c'est la même chose. Le mot qui veut dire arrière ou derrière veut dire futur aussi. Autrement dit, la mémoire n'a pas seulement trait pour quelqu'un qui voit comme voyaient les prophètes et comme voyait Homère. La mémoire n'est pas quelque chose qui est derrière soi, mais qui est devant. Alors l'alchimie est le vaisseau matériel qui se propose, on utilise des vaisseaux pour remonter vers la source du fleuve, voilà, de retrouver le parvis et frapper à la porte du ciel, comme Dante, on peut dire. Dante, c'est tout. La Divine Comédie, la comédie, c'est le grand œuvre alchimique sur le plan littéraire, comme certainement pour une grande part de Cervantes, le Quichotte, toutes ces grandes œuvres, Shakespeare, toute son œuvre n'est lisible que si on sait ça. Il le dit par des morceaux comme ça, il le dit dans toutes ses pièces. Il dit 2 vers le disent, mais souvent, ces vers sautent dans beaucoup d'éditions. Vous avez travaillé là-dessus, vous avez repris en anglais. Oui. Et en vieil anglais même. Oui. Vous auriez 2 vers, par exemple, que vous pourriez sur lesquels j'ai traduit et commenté le plus grand poème alchimique qui a été fait, parce que c'est quand même lui qui l'a fait. Shakespeare, qui s'appelle Phénix et Tourtereau, The Phoenix and Turtle. Il y avait cette difficulté, toutes les traductions en français, c'est le phénix et la tourterelle. Bon, mais quand on lit le texte de Shakespeare, on s'aperçoit que phénix, c'est she, donc c'est féminin, et que turtle, c'est he, donc c'est masculin. Donc, en français, les traducteurs ont traduit le phénix et la tourterelle. Donc, c'est inverse. Donc, il faut dire la phénix et il faut trouver un mot. Le tourtereau. Même si le tourtereau, c'est un peu galvaudé par la chanson populaire, mais il n'y a pas d'autre moyen de s'en sortir. On ne peut pas passer à un autre oiseau, parce que turtle, en anglais, c'est aussi la tortue. Or, la tortue est l'animal fondateur du monde, le premier animal qui sort de la matrice de la mer, c'est l'algue bleue, et il y a à Versailles Vénus, Aphrodite, qui est assise sur la tortue de Coetzvox. Donc c'est pas par hasard. Lui savait ce que ça voulait dire. Ça a un sens. Tortue, tourterelle, tourtereau, tourte, c'est la même racine que la terre. Et c'est le feu qui produit la génération. Donc le tourtereau est donc, dans le poème de Shakespeare, le soufre alchimique, c'est-à-dire le feu qui habite le mercure phénixial, volatile. Le mercure étant la part volatile du monde, c'est-à-dire féminine. Et comme le grand adage alchimique, c'est
La pratique, il s'agit de, par la matière, de fixer l'esprit, c'est-à-dire de le faire descendre, pas pour le matérialiser. Oui, pour le matérialiser, dans le sens où il va spiritualiser la matière. Et là, ça donne soit l'oiseau du plus haut champ, sur le seul arbre d'Arabie, sombre héros et trompette. Elle chaste, à ce son obéit. Mon fils, ce qui naît du corbeau est le commencement de cet art. Voici, j'ai obscurci ce que je vous ai dit, et je lui ai ôté sa clarté par un circuit de paroles. Et j'ai dit que ce qui est conjoint était désuni, et que ce qui est très proche était fort éloigné. Je vous ai déjà montré l'accomplissement ou la fin de l'œuvre. J'ai ouvert le livre à ceux qui savent. J'ai scellé aux autres les choses qui leur sont cachées et inconnues. L'alchimie subit une dégradation pour deux raisons. La première, c'est que comme c'est un art opératif qui s'est énormément protégé des regards curieux mais non autorisés, j'entends par non autorisés, c'est-à-dire de gens qui ne voudraient pas faire l'effort d'entrer dans cette discipline, évidemment, les mots finissent par perdre leur sens. On ne sait plus ce que ça veut dire du tout. Bon. Et puis, la deuxième chose, qui a trait, disons, à ce que, disons, Cancelier disait, c'est très, très difficile maintenant d'opérer, parce que quand on veut récolter la rosée de mai, maintenant, qu'est-ce qu'on récolte avec la rosée de mai, compte tenu de la pollution atmosphérique, hein? Donc, il y a une perversion oui, enfin, à cause de ça, une déperdition, et puis... Le voile s'épaissit. Le voile s'épaissit, oui. A noir, E blanc, I rouge, U vert, O bleu. Voyelles, je dirai quelques jours vos naissances latentes. A, noir corset velu des mouches éclatantes qui bombinent autour des puanteurs cruelles, golfe d'ombre. E, candeur des vapeurs et des tentes, lance des glaciers fiers, roi blanc, frisson d'ombelle. I, pourpre, sang craché, rire des lèvres belles dans la colère ou les ioresses pénitentes. U, cycle, vibrement divin des mers virides, paix des pâtis semés d'animaux, paix des rides que l'alchimie imprime au grand front studieux. Ô suprême clairon plein d'estrideurs étranges, silence traversé des mondes et des anges, ô l'oméga, rayon violet de ses yeux. Par la parole, nous entendons et nous comprenons tout. Bon, mais cette parole elle-même est fluctuante, elle a été émise, elle n'a été gravée qu'à un moment de l'humanité, et on peut dire aussi que le fait qu'elle ait été gravée l'a figée et a empêché le flux de continuer et a provoquer la perte, c'est ce que dit Platon. Oui, avec la profanation des hiéroglyphes, absolument, qui est c'est un texte magnifique. A détruit la mémoire du monde. Platon dit, maintenant que nous écrivons, la mémoire du monde est perdue. Alors, on peut imaginer s'il voit
la mémoire des ordinateurs, qui ne sont pas des mémoires, qui sont des silos. C'est seulement des silos où on met des données, c'est tout, c'est comme du grain, on met des silos, on met le grain dedans en attendant de le consommer, c'est tout. C'est pas de la mémoire, évidemment. C'est le contraire même de la mémoire. Je vous dis une chose très vraie. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Je vous dis une chose très vraie. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Pour accomplir les miracles d'une œuvre Pour unique. accomplir les miracles d'une œuvre unique. Et comme toutes choses sont provenues de l'un Et comme par toutes l'œuvre choses de sont l'un, provenues de l'un par l'œuvre de l'un. ainsi toutes sont nées de cette chose Ainsi unique toutes sont nées de cette chose unique. par adaptation. Par adaptation. Le soleil est son père. Le soleil est son père. La lune est sa mère. La lune est sa mère. Le vent l'a portée dans son ventre. Le vent l'a portée dans La son terre ventre. la nourrit. La terre la nourrit. Elle est le principe de la perfection dans tout le monde. Elle est le principe de la perfection. Sa dans puissance tout le est monde. infinie quand elle est changée en terre. Sa puissance est infinie quand elle est changée en terre. Monte de la terre au ciel, et du ciel redescend Monte de la à terre au ciel, et du ciel redescend à la terre. Et rassemble l'unité des forces Et des rassemble choses l'unité des supérieures forces des choses supérieures. et des choses inférieures. Et des choses inférieures. Ainsi tu conquerras la gloire dans tout le monde. Ainsi tu conquerras la gloire dans tout le monde. Et tu éloigneras de toi toutes les Et tu ténèbres. éloigneras de toi toutes les ténèbres. Tu sépareras la terre du feu, Tu sépareras la terre du feu. le subtil du temps, Le subtil du dense. doucement, Doucement. avec grand art. Avec grand